Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Luc Rudolph. Pourquoi livrer à l'attention des lecteurs français en 2022 un ouvrage paru en allemand en 1993 ? La réponse est simple, personne ne l'a publié en France avant. C'est regrettable. Quand j'ai découvert le livre Gut Franzosen, de Bernd Casten, je travaillais depuis 6 ans à l'identification des policiers français résistants à travers une recherche de longue haleine dans des dossiers personnels jamais ouverts par les historiens. 20 ans plus tôt, sur la base d'une analyse serrée des archives des administrations allemandes et françaises de l'époque, l'auteur avait mis à jour une part majeure de ce que m'a confirmé l'étude des cas individuels. Le travail précurseur de l'historien Casten montre bien la difficulté de faire entrer les membres des polices françaises dans les catégories traditionnelles de la collaboration ou de la résistance. Le fait de travailler pour un État ayant tous les attributs de la légitimité fait-il des policiers et des gendarmes des traîtres ? Le fait de n'être pas tout résistant en fait-il des traîtres ? Le fait d'appliquer pendant toute la guerre des textes répressifs de la Troisième République les met-il proprio motu à la solde des Allemands ? Car police française et allemande avaient, indépendamment les unes des autres, des intérêts convergents. La lutte contre les bolcheviks faisait partie de ce fond commun. Les Allemands n'auraient pas envahi la France que les policiers hexagonaux auraient aussi poursuivi cette lutte. Le fait qu'ils le fassent en présence des Allemands, parfois avec des moyens communs, y change-t-il quelque chose, sauf en morale contemporaine ? Le questionnement est largement le même au regard de la politique conduite à l'égard des étrangers, et plus particulièrement des Juifs étrangers à l'activité politique soutenue. C'est sur ce regard nouveau quant aux places respectives, aux interactions, puis aux oppositions entre police française et allemande que le travail de Casten reste, 30 ans après, profondément novateur. Malgré quelques esquisses, nul depuis 1993 n'a jugé bon de se pencher sur les relations complexes et atypiques entre le Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF, et ses différentes polices d'une part, avec les polices françaises, police et gendarmerie nationale, et leurs chefs d'autre part. Des pans entiers des archives allemandes n'avaient ainsi guère été étudiés, et que rarement et partiellement mis en perspective avec les archives nationales françaises ou certaines archives provinciales. Or c'est cette confrontation qui permet de porter un autre regard, moins péremptoire, sur les attitudes des uns et des autres. Il est vrai que le travail de Bernd Casten s'inscrit en contrepoint de la doxa du flic, tous collabos. Il ne contourne pas l'accusation, il l'analyse, l'explique et la relativise sans nulle complaisance, mieux qu'un Français n'aurait su le faire. Loin des études mortifications qui sont trop souvent de règle chez les exégètes hexagonaux, il observe sans parti pris ni idéologie, d'un œil neutre, tant le comportement de nos polices, que la démarche intellectuelle d'un Bousquet à travers des archives des deux pays sans nul affect. Les Français n'aimaient guère leur envahisseur, ils faisaient avec. Casten le comprend et pose sa focale sur les policiers, pas moins nationalistes que leurs compatriotes, avec lesquels ils sont en phase. Ce sont des bons Français. Des Français comme les autres. Des nationalistes comme les autres. Est-ce de l'avoir compris avant tout le monde qui fait du travail de Casten une œuvre méconnue qu'on cite au mieux brièvement ? Rita Thalmann, Jean-Marc Berlière ou Gaël Hessmann, mais que le plus souvent on ne retrouve qu'en note de bas de page chez des gens qui visiblement ne l'ont jamais lu ? C'est de cet oubli, à peine moins pesant, mais aussi intrigant que celui qui a recouvert les policiers résistants, que cette édition tire aujourd'hui ce travail visionnaire. Remerciements. Je remercie Jacques Abada pour la correction et la mise en page. Introduction. Allemands et Français ont passé une bonne partie de l'histoire récente à tenter d'occuper le territoire l'un de l'autre. L'occupation allemande en France de 1940 à 1944 tient cependant une place unique dans l'histoire des deux nations. Ce n'était en effet pas une occupation militaire normale, cette fois dans les faits, comme le dit Léon Feuchtwanger, le diable était en France. Que dans la période d'après-guerre, l'on soit parvenu à surmonter les ressentiments nationaux et à refermer les tombeaux est sans aucun doute un des plus remarquables résultats de la politique franco-allemande. Cela s'est fait au prix de l'acceptation réciproque d'une histoire qui limite la responsabilité des crimes de l'occupation aux quelques rares Français collaborateurs et aux membres de la Gestapo. Plus particulièrement, le rôle des policiers français,
de bon français d'un patriotisme avéré, est passé sous le tapis. Afin qu'aucun malentendu n'apparaisse, l'auteur n'envisage pas d'emboîter le pas à quelques historiens récents prompts à relativiser les crimes du national-socialisme, en pointant simultanément du doigt les polices françaises. Il s'agit davantage aujourd'hui, presque un demi-siècle après les faits, de remplir enfin la page blanche qui subsiste dans l'histoire. Les mythes, les demi-vérités et l'ignorance creuse que l'on retrouve souvent dans les représentations populaires en France, ne peuvent être combattus que par les faits avérés. Les mémoires et les témoignages tardifs, indiscutablement aujourd'hui une source historique problématique, sont pour cette période presque aussi nombreux que sans valeur probante. Les archives allemandes, en particulier les archives militaires de Fribourg, offrent en cela un matériel historique qui n'a jamais été exploité. Le grand nombre de services allemands en France a produit une masse de documents, qui, malgré des destructions par la SIPO, permet de donner une image précise de la politique allemande et de son analyse de la situation en France. Les archives françaises restent, pour l'historien de cette période, encore difficilement accessibles. Pour tous les fonds du cabinet du préfet de police et de la police nationale, les archives sont inaccessibles durant 60 ans. La consultation des documents n'est possible qu'avec une dérogation, et sous des conditions très restrictives d'exploitation des éléments recueillis. Malgré tout, il a été possible à l'auteur, aux Archives nationales à Paris et dans 13 des 18 archives régionales françaises, ainsi que dans 3 services d'archives départementales, d'exploiter les éléments utiles. L'ampleur et la valeur de témoignages des dossiers consultés ont été très disparates. Aussi bien en décembre 1943, avant la prise de fonction de Darnan, que peu avant la libération en août 1944, furent détruits au sein des archives policières françaises les documents les plus accablants pour la haute hiérarchie. Au total, les matériaux subsistants contiennent encore en quantité considérable, des exceptions qui rendent possible une approche précise et complète des comportements des polices allemandes et françaises. L'état actuel des écrits sur le sujet montre indiscutablement la nécessité de procéder à un tel examen détaillé. Du côté allemand, les 2 ouvrages de Eberhard Jäckel et Dan Sumbreit, les références sur la période de l'occupation datent et ne s'intéressent que marginalement au rôle des polices françaises. Les publications allemandes sur la problématique française sont, depuis lors, limitées au seul domaine militaire ou politico-militaire de la question, ou se préoccupent des partis collaborationnistes français. Cela surprend d'autant plus que, comme Jäckel l'a montré de façon convaincante, la gouvernance allemande n'était intéressée par une collaboration ni politique ni militaire avec la France. Par contre, le pillage économique et le maintien de la paix publique et de l'ordre en France étaient essentiels pour le Reich. Les écrits français n'ont traité que partiellement de la collaboration policière, malgré l'importance du sujet. Pendant des décennies, l'occupation allemande n'a existé qu'à travers l'histoire de la résistance. En conséquence, le thème de la police ne fut longtemps pas traité sauf marginalement comme étant une part de la résistance. Même quand dans les années 70, la collaboration est davantage entrée dans le collimateur des chercheurs, l'intérêt se concentre trop sur l'administration de Vichy et sur des personnalités comme Laval et Pétain d'un côté, et de l'autre sur la Gestapo française et sur la milice. La première étude publiée sur les polices françaises est de Henri Longchaud, et ne répond clairement pas aux exigences de source et de méthode d'un travail scientifique. Qui plus est, ce travail souffre, comme presque tous les travaux français, d'une handicapante méconnaissance de la langue et des archives allemandes. Finalement, la plupart des études méconnaissent les nécessaires différenciations régionales. Les relations sont différentes dans la France occupée de département en département, au point que toute généralisation est à manier avec les plus extrêmes précautions. Entre un département comme la Vendée, où le préfet, encore en juin 1944, sous la rubrique attentat, n'a mentionné que 3 coupures de câbles par un étudiant patriote, et la Dordogne distante d'à peine 200 km où en même temps, plusieurs milliers de maquisards lourdement armés tenaient le pays sous contrôle et occupaient le chef-lieu du département, il n'y a guère de point commun. Le danger inverse de généraliser une situation régionale à toute la France, et celui dans lequel tombe par exemple John F. Sweets dans sa monographie par ailleurs très convaincante. L'étude qui suit se concentre sur la France soumise au MBF. Les départements qui relèvent du MB de la Belgique et du nord de la France ou l'Alsace-Lorraine sous administration civile ne sont pas traités,
en raison des situations différentes qu'ils connaissent. L'analyse repose, à côté des archives centrales françaises et allemandes, sur celles des chefs-lieux de région, en tant que siège du préfet de région, de l'intendant de police et du KDS. Pour compléter l'étude, ont été prises en compte aussi les archives de quelques départements. Car seule la représentation des spécificités régionales comme des convergences nationales peut rendre compte de la grande complexité de la situation en France occupée et des approches différentes des tensions relationnelles entre les autorités d'occupation et les polices françaises. Chapitre 1. L'organisation de l'administration militaire allemande. La France a sans doute hébergé, plus qu'aucun autre pays de l'Europe occupée, un amoncellement de services allemands, dont les compétences n'étaient jamais clairement délimitées. Ce phénomène, presque symptomatique du comportement de la tyrannie nazie, se manifeste en France à travers la cohabitation pas toujours exempte de frottement de l'administration militaire, de la commission d'armistice, de l'ambassade d'Allemagne et du Sicherheitsdienst. Même dans un domaine somme toute facile à appréhender comme celui du contrôle des polices, s'affaire une série d'acteurs qui exigent ici de voir leur rôle éclairci. 1. Le MBF, Militärbefehlshaber in Frankreich. Comme détenteur du pouvoir exécutif, le MBF dispose seul de l'autorité sur les polices de la France occupée. Il avait à sa disposition un état-major administratif, composé de fonctionnaires spécialistes de l'administration de guerre, et un état-major militaire de commandement. Pour les affaires de police générale et pour la supervision des polices françaises, c'est le groupe police, VPOL, de l'état-major administratif qui était aux commandes avec ses 8 agents. Pour toute l'administration militaire, y compris les services régionaux, ce sont 39 agents d'administration qui étaient occupés par cette attribution. En 1942, ils seront pris en compte par le Höhere SS-Polizeiführer, HSSPF, le commandant suprême des SS et de la police. Cet état-major administratif n'était avec certitude pas en mesure d'assurer plus qu'une supervision d'ensemble. Indiscutablement, une telle administration de supervision correspondait idéalement, pour des raisons d'économie de gestion comme pour d'autres, politiques et pratiques, aux attentes des fonctionnaires allemands. La confiance dans le loyalisme des polices françaises était à son maximum, et au début de l'occupation, ne justifiait ni la tentation ni la mise en œuvre d'une emprise directe. L'état-major militaire, auquel étaient subordonnés les organes de police allemands de la Feldgendarmerie et de la Geheimfeldpolizei, voyait dans l'ensemble les choses différemment. Du point de vue militaire, il défendait le principe que la sécurisation de l'occupation contre d'éventuelles actions hostiles des polices françaises devait être placée au premier plan des préoccupations. Avant tout, au début, il fut difficile aux services militaires, encore sous l'impression de la campagne tout juste achevée, d'adapter leur façon de penser aux nouvelles circonstances. Ainsi, le haut commandement de l'armée, édicté le 5 octobre 1940. Le service de la gendarmerie française en campagne doit se limiter à une action pour gérer des affaires isolées. Il ne saurait plus être question pour la gendarmerie d'une intervention en unité constituée. Une directive aussi craintive qu'utopique, qui fut rapidement rattrapée par la nécessité pour les brigades de gendarmerie de pouvoir être employées pour des missions de surveillance. Comme les compétences entre état-major d'administration et de commandement n'étaient pas clairement délimitées, il y eut de nombreuses controverses entre le chef de l'état-major administratif, le docteur Werner Best, et l'officier-chef du département correspondant à l'état-major de commandement, le major Krom. 2. Les Feldkommandanten. Les Feldcommandants fonctionnaient en représentants du MBF au niveau local. Comme le point fort de l'administration française se situait au niveau des départements, les Feldcommandants se trouvaient investis de la mission stratégique d'autorité de surveillance des préfets. Les chefs des 5 districts d'administration militaire, qui n'avaient pas de niveau administratif français correspondant, servaient de simples relais entre le MBF et les Feldcommandants. L'état-major de ceux-ci s'organisa exactement comme pour le MBF en un état-major d'administration, certes plus petit, et un état-major militaire de commandement. La supervision de la police française était habituellement confiée à un conseiller d'administration militaire, parmi d'autres attributions.
De plus, le Feldkommandant était aussi en charge du tribunal allemand et avait autorité sur sa propre police, la Feldgendarmerie, il est vrai peu impressionnante. Le préfet avait pour obligation de rendre compte au Feldkommandant, par des rapports écrits comme lors d'entrevues personnelles, de toutes les informations importantes dans le domaine des polices. À l'inverse, toutes les demandes des services allemands vers les services de police français devaient transiter par les Feldkommandants pour être transmises au préfet. Ainsi la Feldgendarmerie ne pouvait donner des instructions directes à des gendarmes ou policiers français, que dans d'exceptionnels cas d'urgence. Dans la pratique quotidienne, il s'avéra cependant que ce cheminement administratif était trop lourd, et des contacts directs entre les organes de police allemands et français se développèrent malgré la désapprobation de l'administration française. Entre les Feldkommandants et les préfets, il y avait en moyenne de bonnes relations, ou à tout le moins des relations correctes. C'est là en tout cas la terminologie employée par chacune des deux parties dans les comptes rendus, et il n'y a pas d'élément pour penser qu'il s'agit là de simple rhétorique creuse. Les Feldkommandants étaient majoritairement des officiers âgés, seulement partiellement aptes à des emplois militaires, qui avec leurs collaborateurs de l'administration militaire, étaient davantage partisans d'une coopération mesurée que d'une politique de confrontation. Il y avait des exceptions, comme dans le ressort du nord-est de la France, où le chef n'a jamais pu se dégager du mode de pensée militaire immuable qui ne connaît qu'amis ou ennemis. Mais la majorité des membres de l'administration militaire allemande parvenaient à une relation professionnelle factuelle avec leurs interlocuteurs français. Par un long travail en commun, apparaît souvent une respectueuse reconnaissance réciproque. Lors de la retraite de 1944, la plupart des Feldkommandants ont fait une visite de courtoisie de départ au préfet. Il n'était pas exceptionnel que cette séparation se traduise par une poignée de main entre professionnels. 3. La Feldgendarmerie. La Feldgendarmerie constituait l'essentiel des forces de police allemandes en France. En regard de ses missions, son effectif n'a cependant jamais été à la hauteur de la charge. Le domaine de compétence de la Feldgendarmerie englobait la prévôté et le travail pour les conseils de guerre, mais aussi les patrouilles, les contrôles de personnes, le respect des règles du couvre-feu, l'établissement des procédures d'accident de la circulation, la lutte contre le marché noir et bien d'autres sujets. De plus, les détachements locaux de la Feldgendarmerie ployaient sous les problèmes d'un service subalterne des forces d'occupation, qui en regard des besoins des unités combattantes, n'avait qu'un écho modéré auprès des intendants de la Wehrmacht. Généralement les détachements ne disposaient pas de véhicules en nombre suffisant, et quand par exception, il y en avait assez, il manquait de carburant. Encore en mai 1943, la Feldgendarmerie du nord-ouest de la France se plaignait d'un manque d'armes et d'équipements. Qui plus est, la majorité des feldgendarmes n'avaient pas comme les officiers de l'administration d'occupation une haute formation scolaire, et ils souffraient d'une totale méconnaissance de la langue française. Les interprètes civils qui parfois accompagnaient les feldgendarmes dans leurs patrouilles étaient mal rémunérés et dignes seulement d'une confiance médiocre. De plus, les unités de la Feldgendarmerie, comme toutes les troupes d'occupation, étaient sans cesse ponctionnées des éléments les plus jeunes et de ceux qui étaient encore susceptibles de servir sur le front de l'Est. Les feldgendarmes subsistants, en tout cas dans les premières années de l'occupation, n'étaient pas non plus insensibles à l'attrait très répandu pour la douceur de vivre. Comme de plus, ils se signalaient à leur chef par un goût prononcé pour les travaux sédentaires, des comportements peu militaires ou très généralement de la mollesse. Leur efficacité se trouvait endiguée par de multiples freins. Avant tout, la Feldgendarmerie n'a jamais été en mesure d'assurer la surveillance policière de tout le territoire rural. Jusqu'en 1943, la gendarmerie française fonctionna comme l'œil et l'oreille de la Feldgendarmerie dans les campagnes. Elle signalait les incendies volontaires, les accidents de la circulation, tout comme la découverte de tracts ou de conteneurs d'armes parachutées, au détachement de la Feldgendarmerie compétent. Ces comportements ne sont cependant pas généralisés, et ciblent fréquemment le PC. De plus, les renseignements ne menaient souvent à rien, les médiocres résultats de la police allemande contre la résistance gaulliste en attestent. Quand en 1943, cette coopération s'effondra, la Feldgendarmerie devint pratiquement aveugle.
L'exigence du commandant militaire dans le nord-est de la France, que la Feldgendarmerie doit couvrir la totalité de son territoire et ne pas se contenter d'exercer au siège du détachement, était visiblement illusoire et fort éloignée de la réalité. Peu impressionnée par cet état de fait, la Feldgendarmerie était cependant en situation de conduire ses propres investigations avec des actions plus ou moins ciblées contre des camps présumés de maquisards, ou d'assurer la surveillance des polices françaises pour la recherche des réfractaires hostaux, et de prendre en compte ces missions de contrôle par des coups de sonde ponctuels. Le caractère occasionnel de ces actions sporadiques est évident. Un contrôle réel dans un pays de 40 millions d'habitants et 500 000 km² était impossible avec de tels moyens. 4. La Geheimfeldpolizei, GFP. La Feldgendarmerie remplissait en réalité les missions de la Schutzpolizei. Les tâches d'investigation technique lui étaient interdites tout comme le port de la tenue civile. Les missions de police criminelle étaient accomplies par la GFP. Les investigations complexes dans lesquelles les intérêts allemands étaient concernés, comme les affaires de sabotage ou d'espionnage, étaient transmises par la Feldgendarmerie à la GFP. Celle-ci avait été mise en place en août 1939 d'abord pour donner aux agents du contre-espionnage un organe exécutif qualifié. Elle se recrutait parmi des policiers professionnels et des engagés de toute profession, qui suivaient un cours accéléré de formation professionnelle. À tout commandement d'armée, était attaché un groupe de la GFP. Pour la France occupée cependant, les domaines et compétences avaient été largement développés. À côté des 6 détachements de GFP implantés au sein des armées, prirent place pas moins de 20 groupes territoriaux de la GFP dirigés par un Leitenden-Polizeidirektor installé aux côtés du commandant militaire afin d'assurer la surveillance policière du territoire occupé. Consternés par la brutalité accrue et les comportements répugnants des SS et de la police en Pologne, la Wehrmacht était décidée à garder dans ses mains la police exécutive dans les territoires occupés de l'Ouest. La première tâche de la GFP dans la lutte contre la résistance française était l'élucidation des attentats contre les soldats allemands et contre les installations de la Wehrmacht. Avec des agents peu familiers du pays ni des gens, et en aucun cas assez nombreux, la GFP, même pour l'élucidation des attentats peu nombreux de la période 1940 à 1942, devait se reposer systématiquement sur l'aide de la police criminelle française. La GFP ne pouvait mener des enquêtes entièrement autonomes que dans les affaires internes à la Wehrmacht. Dans les contacts avec la population française, elle était sans la connaissance des personnes et des lieux des polices françaises et largement sans ressources, à en croire les archives allemandes. Or l'aide française était souvent limitée aux actes techniques, constatation, analyse, premiers actes d'enquête. Dans quelques ressorts territoriaux, les investigations étaient cependant plutôt assurées par des policiers français. Globalement, sauf dans les affaires impliquant les communistes, les procédures étaient plus de 4 fois sur 5 menées à bien par les Allemands seuls. Ils pouvaient en particulier compter sur leurs quelques dizaines de milliers d'auxiliaires ou miliciens. Il est cependant établi que dans 4 ressorts cette collaboration fut exemplaire, dont ici, Paris, Dijon grâce à des BS et des SAP très impliqués. Ainsi plusieurs succès importants dans le combat contre les résistants du début de l'année 1942, sont alors imputables à l'étroite collaboration avec les polices françaises. Avec l'installation du commandant suprême des SS et de la police, le 1er juin 1942, celui-ci récupéra 17 services territoriaux de la GFP et les 5 états-majors des directeurs de la Feldpolizei au sein de la Sicherheitspolizei. Les 3 autres services restants sont rattachés au commandement supérieur de l'armée de terre, OKH. Les 4 derniers groupes furent rattachés au commandant d'armée, AOK, et limitèrent leur activité à leur domaine traditionnel, la sécurisation des services allemands contre l'espionnage. Occasionnellement, ils furent encore impliqués dans des actions contre la résistance, mais dans l'ensemble, la GFP n'a plus joué de grand rôle en France après 1942. 5. L'Abwehr. En théorie, c'est entre les mains des postes de l'Abwehr que se trouvait en France occupée la direction de la lutte contre l'espionnage et le sabotage, qui dispose pour la mise en œuvre de la GFP. Dans les faits, les officiers du contre-espionnage se limitaient à des activités de renseignement,
et laissait largement les missions de police de sûreté à la GFP. C'est seulement dans quelques importants cas d'exception, comme dans celui du meurtre du feldcommandant de Nantes, que l'Abwehr s'est inséré dans l'enquête de la police française. Quand les intérêts allemands n'étaient pas directement concernés, comme lors des attentats contre Laval ou Déa, le travail de l'Abwehr était simplement informatif, et malgré une méfiance certaine, elle acceptait que les actes d'enquête restent exclusivement aux mains de la police française. Les relations entre l'Abwehr et le SD n'étaient jamais sans tension en raison des compétences chevauchantes des deux services. Cependant, alors que pendant un certain temps à Berlin, l'amiral Canary et le Gruppenführer Heydrich échangeaient sur un ton très vif, rien n'en transparaissait en France. Il y avait certes de petits différends quand un agent du SD procédait à l'audition de l'auteur français incarcéré d'un attentat, sans avoir au préalable sollicité l'accord de l'Abwehr, mais globalement, le Feldmarschall Kittel certifiait lui-même à l'Abwehr en France qu'elle avait toujours recherché une bonne collaboration avec le SD. Avec la nomination du Höheren SS und Polizeiführer, l'Abwehr perd une part importante de ses attributions. Il en est de même avec la GFP dans ses compétences dans les actions de police, voire ci-dessus, l'Abwehr se limitant plus encore à son travail de collecte et d'exploitation des renseignements. Les membres des organisations de résistance détectés par des agents infiltrés par l'Abwehr étaient régulièrement signalés par la direction du service au SD, lequel prenait en compte les arrestations et la suite des affaires. La coopération entre les deux services restait sans nuage et se concrétisait à l'occasion par des rencontres amicales. L'Abwehr disposait d'un officier de liaison auprès du commandant supérieur de la Sicherheitspolizei en France, et en 1943 Himmler mettait les succès dans la lutte contre les organisations de résistance aussi au compte de l'étroite collaboration avec les postes de l'Abwehr. 6. Le délégué du chef de la SIPO et du SD en France. Avec le transfert de la puissance exécutive sur MBF sur l'installation d'équipes territorialisées de la GFP, le commandement de l'armée avait, en juin 1940, en tout cas en ce qui concerne la France, marqué un point significatif dans la lutte de puissance à puissance disputée avec le Reichssicherheitshauptamt, RSHA. La France n'était pas la Pologne. Cependant Heydrich avait pu garder la porte entrebâillée. Le 20 juin 1940 arrive à Paris un commando du RSHA dirigé par le Sturmbannführer, Major Knoren. Celui-ci, comme la plupart des membres de son équipe, venait du SD. La Gestapo, Geheimstaatspolizei, n'était représentée que par très peu d'agents. Les missions du groupe étaient décrites d'une façon aussi vague que large comme recensement et observation des juifs, communistes, émigrants, loges et églises. Cet intérêt de la police allemande pour ce type de personnes relevait d'une longue tradition. Dès 1937, la Gestapo demandait l'envoi d'un spécialiste, sous statut diplomatique vers Paris. D'ailleurs on n'exigeait pas beaucoup plus de Knoren et de son commando, sinon d'observer et de rassembler des informations. L'unité était bien trop faible et liée aux directives du MBF, c'était là le point central, sans autorité propre. Emprisonnement, perquisition et saisie ne pouvaient être le fait que de la GFP, à laquelle la SIPO, en cas de besoin, devait adresser une requête. Du coup, les débuts de la SIPO en France ne furent pas spécialement impressionnants. Les analyses et les rapports hebdomadaires ne dépassaient guère le cap des généralités, et le nombre de personnes emprisonnées à la suite d'investigations de la SIPO se situait entre 25 et 30 par mois. Les ambitions de Knoren ne s'arrêtaient cependant en aucun cas à ses débuts discrets. Dès juin 1940, il prend un contact non officiel avec le ministre français de l'Intérieur, Marquet, qui devait lui rendre possible de placer dans tous les départements officieusement des hommes de confiance de la SIPO et du SD. Le plan échoua, car Marquet était poussé à la démission un mois plus tard par Laval en raison de son goût trop prononcé pour la collaboration. Il démontre cependant clairement que ni Knoren ni Heydrich n'étaient prêts dans la durée à faire de la figuration en France. Pas à pas, entre 1940 et 1942, Knoren étend le rayon d'action de la SIPO en France avec ses agents passés de 20 à plus de 200 hommes. Dès juin 1940, en plus de la centrale, des antennes existaient à Bordeaux, Rouen et Dijon, avec des détachements à Nancy, Besançon et Orléans. De plus,
Alors que le MBF communiquait avec le gouvernement français principalement par son délégué général à Paris, le RSHA installait directement 2 agents de liaison à Vichy. L'Obersturmführer Reich y fonctionnait là-bas comme plénipotentiaire représentant l'AMTVI, SD, pendant que le Sturmführer Gessler, en tant que représentant de Knorren, occupait même un bureau dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Dès le début, exploitant les clauses de l'accord d'armistice, la SIPO soignait des contacts très étroits avec les policiers français compétents dans la lutte contre le communisme et entretenait à cette fin des représentants à Paris, à la préfecture de police et à la sûreté. De la sorte, le délégué du chef de la SIPO exigeait et obtenait des informations et des rapports de la police française que ni le groupe police du MBF, ni le commandant du Gros Paris, que cela rendait amer, ne recevaient. Cet avantage pour les informations et les indéniables succès de la SIPO dans le domaine de la lutte anticommuniste confortait la position de Knorren et rendait la SIPO de plus en plus indispensable pour le MBF. De cette position consolidée, appuyé sur un appareil de grande envergure et couvert par Heydrich, Knorren agit de façon de plus en plus indépendante. Les rapports du délégué du chef de la SIPO et du SD représentaient cependant pour le MBH une source permanente de contrariété. Avec des présentations très exagérées des intrigues communistes, la SIPO soulignait l'incapacité de l'administration Millière à assurer la sécurité intérieure, et essayait ainsi de décrédibiliser le MBF auprès des organes directeurs du Reich. Stülpnagel rappelait ainsi Knorren répétitivement à l'ordre. C'est pourquoi j'estime nécessaire, dans l'intérêt de comptes rendus objectifs, qu'il ne restitue que ce qui s'est réellement passé. Mais l'autorité du général sur l'Obersturmbannführer qui lui était en principe subordonnée, était plus théorique que réelle. L'état-major de commandement conservait le soupçon latent que le SD, à côté de ses rapports officiels qui devaient être présentés au MBF, envoyait directement au RSHA aussi des rapports secrets. Le conflit ouvert survint quand des terroristes français d'extrême droite ont, sur les instructions de Knorren, commis des attentats par explosifs sur des synagogues parisiennes. Knorren les présente alors dans son rapport au MBF comme ayant été commis par des jeunes radicaux français antisémites, dans le cadre d'une affaire strictement française. Quand un peu plus tard, Stülpnagel découvre la vérité, explosant de colère, il exige le rappel immédiat du SS Obersturmbannführer Knorren. Mais la considération du MBF à Berlin était alors déjà lourdement ébranlée. Pour ce qui concernait la confrontation avec des ennemis idéologiques, le commandement de l'armée était, dans les luttes de pouvoirs internes à l'État, clairement en position de faiblesse. Heydrich refusa le déplacement de Knorren, et Stülpnagel dut s'en accommoder. Il serait cependant exagéré de déduire de cet incident une mauvaise relation générale entre les services du MBF et ceux de la SIPO. Au niveau régional, la coopération était le plus souvent remarquablement harmonieuse, et pour la résolution des attentats communistes, en forte croissance depuis l'été 1941, les compétences de la SIPO étaient très demandées. La nomination du Höheren SS und Polizeiführer, commandant SUPERIEURDSS et de la police. Le premier soldat allemand victime d'un attentat en France meurt le 21 août 1941 à Paris. Il y en eut rapidement d'autres. Hitler exigea en représailles des fusillades de masse d'otages. Stülpnagel et l'ensemble de l'administration militaire tenaient ces mesures draconiennes, pour politiquement imprudentes et pour des erreurs tactiques. L'opposition obstinée du MBF fut finalement insupportable aux yeux de l'état-major du Führer. Il faut qu'une règle soit trouvée de manière que le Führer ne soit pas dans l'obligation de traiter cas par cas le sujet des attentats, et que le chef de l'OKW, débordé de travail, en soit débarrassé. Hitler était très convaincu que Stülpnagel s'était rendu dépendant de Vichy, et que l'autorité militaire avait ainsi été anéantie. Même la compétence du MBF était mise en doute, ne comprenant pas que les soldats ne veuillent pas admettre qu'ils n'étaient pas compétents pour comprendre toute chose, par exemple les affaires criminelles, attentats, sabotages. Ils n'avaient pas à chercher loin pour trouver un expert. Dans la même conférence, Kittel reconnaît expressément les succès de Heydrich dans le protectorat. La résistance du chef du quartier général et de la direction de l'Abwehr contre la coalition autour de Hitler
avec Kittel et Heydrich, était perdante d'avance, et la nomination du HSSPF une affaire arrêtée. Dans la concrétisation de ses ambitions toujours plus étendues, Hitler trouvait de plus en plus superflues les considérations des représentants de l'ancienne élite, comme le vieux Neurath ou un Stülpnagel bourrelé de scrupules. Le HSSPF était investi tant du pouvoir de commander aux polices françaises que de l'autorité directe sur les services territoriaux de la GFP, versés dans la SIPO, et disposant ainsi d'un pouvoir considérable. Ne reste au MBF que la Feldgendarmerie ainsi que des compétences de police résiduelles, telles l'établissement des Ausweis, la réglementation des couvre-feux, etc. Comme représentant personnel d'Himmler, subordonné seulement fictivement au MBF, le HSSPF se trouvait dans une position inexpugnable. Malgré la polémique antérieure et la facilitation ainsi offerte à la direction SS, le fait que la nomination du HSSPF n'a été faite qu'au dernier moment, afin d'éviter ici des dommages irrémédiables, peu de choses changèrent dans un premier temps en France, avec une exception, les fusillades d'otages s'arrêtèrent quasiment. Le nouveau HSSPF, le Brigadeführer Karl Oberg, ancien chef de la police de Radom, poursuit pour l'essentiel la politique d'Otto von Stülpnagel. La raison n'en était pas tant la personnalité d'Oberg, ce hambourgeois tranquille et posé, qui d'après Best, prit par conviction la voie de la raison, mais plutôt un ordre direct de son chef. Lors de la nomination d'Oberg à Paris, Heydrich s'était prononcé en ce sens. Qu'il fallait conduire en France une autre politique qu'à l'Est. En particulier, il était d'avis que les fusillades d'otages en France manquaient leur objectif. Elles étaient un aveu de banqueroute de la police. Il était dès lors de la tâche prioritaire du HSSPF, lors d'enquêtes sur la résistance, d'identifier les auteurs afin de conduire à des sanctions. Il devra s'attacher à obtenir la coopération des polices françaises, afin que cet objectif puisse être atteint. Voilà qui correspondait presque mot pour mot à l'approche de Stülpnagel. On ne saurait exprimer plus clairement que l'implantation du HSSPF était avant tout le fruit d'une lutte d'influence interne, dans laquelle l'aspect factuel n'était qu'un prétexte. Mais on s'inscrivait dans une continuité qui n'était pas que politique. Les personnes restaient les mêmes. Les groupes locaux de la GFP étaient transformés en Einsatzkommando de la SIPO et du SD, le plus souvent sous le commandement des anciens chefs, tels Hermann Herold, ex-commissaire divisionnaire de la Feldpolizei, devenu commandeur de la SIPO KDS à Poitiers. Les membres de l'administration militaire en charge des questions de police passent à l'état-major du directeur de la SIPO. Ainsi, le Dr Horstloh prend la charge de l'Apt de Paul, qui avait les mêmes missions, le contrôle des polices françaises, qu'il remplissait avant dans le groupe police du MBF. D'autres conseillers de l'administration militaire sont nommés commandeurs de la SIPO. 5 des 10 nouveaux commandeurs provenaient de l'administration militaire ainsi que 5 adjoints. C'étaient donc les mêmes personnes qui restaient en charge du maintien de la sécurité intérieure en France. À la différence de Stülpnagel, en tant que Führer SS, Oberg ne risquait pas d'être accusé de conduire une politique trop molle. Comme de plus, il omettait massivement de rendre compte de tous les sabotages et attentats, parallèlement avec les développements de la campagne à l'Est qui occupait le QG du Führer, la France passait au second plan des préoccupations, de sorte qu'Oberg disposait d'un vaste champ libre. Pour l'accomplissement de ses missions, Oberg avait sous ses ordres Knoren, promu Standartenführer et directeur de la SIPO, BDS, et le colonel de la Schutzpolizei et directeur de l'Orpo, Ordnungspolizei, von Schweiniren, BDO. La SIPO était organisée en 11, puis après l'occupation de la zone sud, en 17 Einsatzkommando, au siège des préfectures de région, avec des détachements dans les chefs-lieux de département. Le BDO avait autorité sur les éléments de l'Orpo stationnés en France, soit 2 régiments et 2 bataillons de formation. Les 2 directeurs avaient cependant une certaine autonomie, et correspondaient aussi directement avec leurs chefs respectifs à Berlin. Les compétences d'Oberg se limitaient à la détermination des grandes orientations et à un contrôle général. Avec un état-major de 6 collaborateurs, il n'était d'ailleurs guère en mesure d'en faire davantage. Les relations entre la Wehrmacht et la SS. Pas seulement la France, mais aussi l'Allemagne soignait dans l'après-guerre une version vraiment spécifique de son passé récent.
Nombre de généraux s'étaient engagés à défendre dans leur mémoire l'honneur de la Wehrmacht, qui n'avait rien à voir avec les infâmes atrocités de la Gestapo. Comme les conséquences de ce mythe exceptionnellement populaire se sont propagées jusque dans l'époque contemporaine, et que le point sur la question est indispensable à la compréhension de la politique allemande d'occupation, la relation entre la Wehrmacht et la SS en France occupée doit être ici examinée de façon approfondie. En particulier, la relation entre Karl Oberg et le nouveau MBF Heinrich von Stülpnagel apparaît comme largement opaque. Stülpnagel appartenait sans nul doute aux plus caractéristiques et aux plus résolus parmi les représentants de l'opposition militaire à Hitler. Il n'était pas pour autant un modèle d'ouverture d'esprit ou d'humanisme. Les préjugés traditionnels de l'aristocratie militaire et l'endoctrinement national-socialiste depuis 1933 avaient aussi fait de Stülpnagel un croisé de l'anti-bolchevisme et de l'antisémitisme, ce dont ses instructions en tant que commandant de la 17e armée en Russie en 1941 témoignent de façon éloquente. On ne trouve pas trace de conflit personnel ou politique entre Stülpnagel et Oberg, lequel comptait sans doute parmi les plus modérés des SS-Führer. Tous deux avaient servi durant la Première Guerre mondiale dans le même régiment, se fréquentaient sur une base amicale, et 2 à 3 fois par semaine, Oberg livrait au MBF un rapport circonstancié. Il est possible que Stülpnagel ait parfois déploré les comportements d'Oberg. On n'en trouve cependant de traces ni dans les sources écrites ni dans les souvenirs ou témoignages de l'après-guerre. Dans sa fonction comme MBF, hors toute considération morale, Stülpnagel était douloureusement persuadé que, à l'arrière des côtes, la France était devenue un désert de troupes. Pour la sécurité du territoire, il disposait de quelques unités de la Feldgendarmerie et des régiments de sécurité formés de Landesschützen, âgés, et aux aptitudes limitées. Les travaux récents battent ces affirmations en brèche. Les effectifs allemands en France ne sont jamais descendus sous 310 000 hommes, étiage bas à la Mi-1942, hors Luftwaffe et Kriegsmarine. On se demande d'ailleurs pourquoi Stülpnagel exclut de son analyse les soldats de la zone côtière, qui ne lui sont certes pas subordonnés, mais qui pourtant contribuent à la présence militaire allemande en France. La césure entre les différents commandements allemands empêche alors la fongibilité des troupes et pouvait légitimement générer chez Oberg et Stülpnagel un sentiment d'insuffisance de leurs moyens, très réel pour ce qui est de leurs subordonnés directs. À l'inverse, la forte présence globale des forces allemandes, dont l'organisation cloisonnée n'était pas familière aux Français, pouvait justifier le sentiment alternatif d'une présence plus massive qu'elle ne l'était quant aux forces strictement dévolues à l'occupation. Pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité, Stülpnagel ne pouvait se passer d'Oberg et de ses méthodes contestables. L'administration militaire était particulièrement vigilante à l'égard de certains groupes, tels les Juifs, alors considérés comme constituant un risque majeur de sécurité. Pour la Wehrmacht, chaque Juif était un saboteur potentiel. Comme l'indiquait Best au conseiller de légation Zeitschel, l'autorité militaire avait le plus grand intérêt que les Juifs disparaissent si possible rapidement. Déjà le 20 décembre 1941, la Feldgendarmerie et la GFP, sous la direction experte de la SIPO, ont arrêté 743 Juifs parisiens dans le cadre de représailles décidées par le MBF. Comme la présence d'éléments hostiles à l'Allemagne, tels les communistes, les Juifs, les Rouges espagnols et d'autres menaçaient la sécurité des troupes allemandes en France, l'administration militaire tenait leur internement et leur déportation pour les mesures de prévention les plus adaptées. Le sort qui attendait les Juifs déportés dans l'Est était connu de l'administration militaire. Elle ne montrait ainsi que peu d'entrain pour prendre à son compte ces tâches désagréables. Pour ces raisons, l'installation d'un HSSPF ne devait pas lui déplaire, qui donnait aux officiers la possibilité espérée de se concentrer sur des missions militaires, comme le Feldmarschall Klug l'exprima un jour. OB West n'a pas d'intérêt aux péripéties de la politique interne et tient délibérément à rester à l'écart de ces intrigues politiques. Quand sa situation était en jeu, la Wehrmacht n'a jamais hésité à se servir de la Gestapo pour défendre ses intérêts propres. Ainsi l'AO-Cassette demanda que pour des raisons de sécurité, tous les communistes encore présents dans les villes portuaires de France soient emprisonnés. Certains feldcommandants... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.